Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La chef béninoise Kate Sonon s'est lancée dans le défi du plus long marathon culinaire individuel reconnu par le Guinness World Records. Durant plusieurs jours, elle restera debout derrière les fourneaux sous l'œil des caméras, déterminée à inscrire le nom du Bénin dans l'histoire mondiale de la gastronomie. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie quotidienne des jeunes et des apprenants. Quel est l'impact de ces plateformes sur le niveau de langue? Élément de réponse dans un instant. Et puis, loin du Bénin, au Gabon, l'actuel ministre du Tourisme, Pascal Ogowe-Siphon, est dans le viseur de la justice. Ce haut fonctionnaire de l'administration des impôts est accusé d'avoir détourné 10 milliards de francs CFA. À nouveau, bonsoir. Nous ouvrons cette édition avec une actualité qui suscite admiration et respect en ce moment. La chef Kate porte haut le drapeau béninois sur la scène internationale en se lançant dans la compétition culinaire organisée par le Guinness World Records. Durant 15 jours, elle tentera de faire briller la cuisine béninoise aux yeux du monde. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur l'esplanade de la Marina pour constater l'ambiance autour de cet exploit. Le reportage. L'esplanade du Palais des Congrès accueille un marathon culinaire inédit. Depuis ce lundi 1er décembre 2025, la chef Kate Sonon, connue sous le nom de l'Amazone en chef, s'est lancée dans le plus long marathon de cuisine individuelle initié par l'organisation Guinness World Records. Pendant 15 jours, elle mettra à l'honneur la richesse et la gastronomie béninoise. La population, venue en nombre de différents horizons, s'est rassemblée autour de la chef pour la soutenir et assister à cet exploit. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au Palais des Congrès. C'est le 229 qui est tout à l'heure là. Vous savez, à cause de Kate Sonon là, nous les femmes au Bénin là, nous sommes fiers d'être femmes. Nous sommes fiers parce qu'avec Kate Sonon et notre dada Eden Foudou qui a fait le challenge des 100 mamies dernièrement là, nous avons maintenant l'assurance que nous avons des agodiers au Bénin. Les impressions sont plutôt très bonnes déjà parce que c'est une première de voir une représentante du pays qui participe à un record Guinness culinaire. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Donc normalement tout le pays devrait l'encourager et c'est ce que nous faisons. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi également je suis ici. Elle représente le Bénin. Donc vous voyez, la population est là depuis hier. Donc qu'est-ce que nous on peut faire? C'est de venir la soutenir, c'est de venir l'applaudir pour dire félicitations, continue et on va finir les 15 jours avec elle. Au fil des années, Kate Sonon s'est imposée comme l'une des figures les plus singulières de la gastronomie béninoise. Loin des projecteurs, la chef a patiemment construit une identité culinaire affirmée, façonnant un style qui suscite aujourd'hui l'admiration. Les Béninois reconnaissent en elle une véritable Amazone des fourneaux. Parcours, je dirais que c'est à saluer parce que c'est avoir beaucoup de bravoure de prendre cette initiative, de pouvoir représenter tout ton pays à une telle compétition où de grands noms de la cuisine nigériane, ivoirienne et autres ont déjà eu à participer. Je pense que c'est un grand challenge et le plus important surtout, c'est de savoir que c'est surtout une femme qui participe à ça et franchement c'est à encourager. L'Amazone c'est la femme qui relève les défis, c'est la femme qui montre au monde entier qu'elle y arrive parmi toutes les femmes. Donc moi je salue son courage, je salue sa détermination et je salue tout ce qu'elle est. C'est pourquoi je suis sous ce soleil-là, pour l'applaudir, pour lui dire qu'on est là, même sous le soleil qu'on est là, qu'on la soutient. D'abord, ça prouve qu'elle est vraiment une Amazone. Vous voyez, donc une Amazone, la jeunesse est là, tout le monde est là, les 3 générations sont là, donc on est content. Quand on aime là, c'est qu'on aime. Quand on veut soulever, on soulève. Et ensemble, on va soulever Kate Sonon pour que le Bénin gagne. Le Big Lotier va gagner.
C'est de ça qu'il s'agit. Ce ne sera pas uniquement pour elle, c'est pour tout le pays. Et voilà, donc beaucoup de courage à la chef Kate Sono. Avant l'entrée du Bénin dans cette compétition culinaire, deux pays avaient déjà marqué les esprits. La chef nigériane Hilda Bassi en 2023 et la chef ivoirienne Zénab Bansé en 2024. Le challenge est donc lancé et un seul souhait résonne dans les cœurs, que Kate Sono décroche la victoire. Le Dieu d'Israël, le Dieu grand, le Dieu fort, soulève Kate Sono pour nous. Faut la fortifier, qu'elle puisse tenir les 15 jours afin que le Bénin gagne. Dans un tout autre registre, à présent, Abomey a écrit le samedi dernier une page mémorable de son histoire. Le mythique marché de Rundro, berceau d'héritage et de symboles, a été officiellement mis en exploitation sous la houlette de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman. Aux côtés du roi d'Abomey, une foule immense a fait le déplacement pour accueillir ce joyau flambant neuf, salué comme l'une des infrastructures commerciales les plus modernes du pays. Suivons. Abomey a vécu un samedi historique. Le samedi 29 novembre 2025, le mythique marché de Rundro, lieu chargé de symboles et d'histoire, a officiellement rouvert ses portes. C'est sous la direction de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, et en présence du roi d'Abomey, des élus locaux et d'une foule immense que ce joyau architectural a été inauguré. Dans son discours, Eunice Loïsel Kinifor, directrice générale de l'ANAGEM, a détaillé les caractéristiques de ce nouveau marché. Édifié sur une superficie de 34 914 mètres carrés, le marché moderne de Rundro s'articule autour de 5 blocs et offre aujourd'hui une capacité d'accueil de 1756 espaces de vente, comprenant 1484 étals primeurs, 238 boutiques, ainsi que 34 restaurants et maquis, offrant diversité et convivialité. 3 blocs administratifs, une infirmerie, une chambre froide, un monte-charge et plusieurs locaux techniques pour un fonctionnement optimal et sécurisé. Des sanitaires modernes conçus pour garantir à tous un confort adapté, un niveau d'hygiène irréprochable. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, il est ce pont entre les royaumes et la République. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement inaugurer un marché. Nous venons réveiller un nom. Nous venons honorer une mémoire. Nous venons réconcilier un héritage royal avec une vision moderne. L'État, sous l'impulsion du président de la République, le président Patrice Talon, a voulu que chaque infrastructure marchande rénovée porte en elle 3 dimensions essentielles. La dignité des commerçantes et des commerçants, la sécurité et la salubrité des espaces de vente, et enfin la valorisation de notre patrimoine culturel. Le marché Rundro remplit ces 3 missions et il en porte une 4e, la mémoire. La cérémonie a également été marquée par les interventions des personnalités politico-administratives. Tous ont salué l'impact de cette réalisation pour les ménages et les commerçants. La joie et l'émotion qui animent les conseillers communaux, les chefs de quartier, les têtes couronnées et l'ensemble des citoyens d'Abomey sont les promesses qui se transforment en réalité durable, profitant directement à la population. Recevez par ma voix l'expression de la gratitude infinie et de la reconnaissance de tout un peuple. Le marché moderne de Rundro n'est pas simplement un bâtiment. Il représente une opportunité d'accroître les échanges commerciaux dans le département du Zou. Un outil de renforcement du tissu économique local. Un espace mieux organisé pour accueillir les produits agricoles, artisanaux et manufacturés. Et un levier de croissance
pour tout le département du Zou. Son ouverture intervient plusieurs mois après celle des autres marchés modernes. L'objectif visé par le gouvernement est d'offrir aux commerçants des conditions de travail dignes et sécurisées. À l'heure où les réseaux sociaux rythment le quotidien des apprenants, leur influence sur le niveau de langue ne cesse de croître. Entre abréviations, fautes fréquentes et nouvelles formes d'expression, ces plateformes transforment la manière dont les jeunes écrivent et communiquent, soulevant des questions sur l'évolution de la langue à l'ère du numérique. Suivant. À la faveur de l'évolution des technologies de l'information, les réseaux sociaux sont devenus la chose la plus courante et beaucoup de jeunes ne se font pas prier pour aller sur les réseaux sociaux, télécharger et passer, suivre donc, n'est-ce pas, des spots qui passent tous azimuts. Mais le problème est que ceux qui mettent certaines informations ou qui font des spots ou bien qui relaient les informations ne sont pas toujours des personnes qui ont eux-mêmes d'abord une maîtrise suffisante de la langue. Et ce ne sont pas toujours des personnes qui savent proprement parler en tenant compte donc, n'est-ce pas, de la moralité du discours, de l'éthique que doit comporter le message. Ils libèrent seulement selon leur inspiration et selon leur capacité langagière. Mais le jeune qui est encore à l'école et qui suit, n'est-ce pas, et qui télécharge, ça l'amuse. Première chose, il va croire que tout ce que l'autre dit se dit de cette manière-là. Si lui-même n'a pas la culture qu'il faut, il va croire que c'est de cette façon qu'on le dit. Or, sur les réseaux sociaux, celui qui parle peut être proprement en train, donc, n'est-ce pas, de parler un charabia déroutant, mais ça lui permet juste de passer son information. Mais le jeune va croire qu'on peut dire ça de cette manière-là. Première chose, il va prendre donc, n'est-ce pas, dans son système langagier, il va prendre donc, n'est-ce pas, des expressions, des mots qui, en fait, n'ont pas de sens ou ne s'emploient pas comme cela. Deuxième chose, il va croire que la manière même dont on communique, qu'il peut imiter et dire la même chose, il va commencer parfois par écorcher, même, n'est-ce pas, des grandes personnes dans son langage, s'il n'a pas la maturité requise pour faire la part des choses. Ils vont parfois s'amuser, ils jouent sur ces informations qui passent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas les en empêcher, mais normalement, il doit y avoir une réglementation. Vous savez, il y a, par exemple, dans certains pays, une réglementation telle que les enfants, lorsqu'ils veulent aller, donc, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, le système même leur demande leur âge. Et en fonction de leur âge, les sites sur lesquels ils peuvent aller sont définis. Si c'est pour aller faire des recherches, si c'est pour des informations d'ordre scolaire ou pour sa culture, ça s'ouvre à lui. Mais si c'est pour aller voir tout ce qui se raconte ou des scènes impossibles, ça ne s'ouvre pas. La langue est un outil de communication par excellence. Et lorsque nous nous mettons dans la rue, la langue permet de communiquer et on n'y met pas les soins et toutes les mesures que l'on met dans un cadre scolaire, dans un cadre académique. Or, sur les jeunes, nous parlons donc, n'est-ce pas, des enfants en âge scolarisable et qui ont besoin d'apprendre à mieux communiquer, à bien parler et qui ont besoin de connaître les mots justes. Est-ce que vous voyez? Alors, à ce niveau, il faudrait effectivement que dans leur évolution, ils sachent que tout ne se dit pas. Et s'il ne comprend pas, il va donc tout se permettre par les livres qu'ils doivent, n'est-ce pas, s'instruire, s'informer et améliorer leur capacité langagière. Deuxième chose, il faudrait que même lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, qu'ils sachent, n'est-ce pas, quoi voir, quoi sélectionner, quoi jouer, quoi enregistrer. Parce que tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Il faut sélectionner et ne pas, donc, n'est-ce pas, s'habituer à recopier ce qui est mauvais, de peur que cela prenne le dessus. Donc, il faut qu'ils reprennent
donc n'est-ce pas, le goût de la lecture. Il faut qu'ils suivent des émissions, des débats sur lesquels les personnes qui interviennent pourront soigner un peu, donc n'est-ce pas, leur niveau de communication, leur langage et soigner la manière dont ils parlent la langue. Dans l'actualité internationale à présent, le Mali a récupéré 761 milliards de francs CFA d'arriérés auprès des entreprises minières à l'issue d'un audit de grande ampleur. Il s'agit de l'un des plus importants recouvrements enregistrés dans le secteur extractif du pays. L'audit lancé début 2023 par les autorités de transition a mis en lumière de lourdes pertes fiscales pour l'État. Le reportage. Le Mali a recouvré 761 milliards de francs CFA, soit environ 1,2 milliard de dollars d'arriérés auprès des sociétés minières. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sano. Cette somme fait suite à un audit du secteur minier lancé début 2023 par le gouvernement militaire qui avait révélé des manques à gagner massifs pour l'État et ouvert la voie à un nouveau code minier. La réforme a augmenté les redevances, renforcé la participation de l'État et supprimé certaines clauses de stabilité. Elle a aussi provoqué un conflit de 2 ans avec le minier canadien Barrick Mining, premier producteur d'or du Mali, avant la conclusion d'un accord en novembre. Le ministre Sanou n'a pas précisé si les 761 milliards incluaient les 244 milliards liés à cet accord. Un vif émoi traverse le Cameroun après l'annonce du décès en détention de l'opposant Anissé Ekane, acteur engagé de la vie politique nationale. Il avait pris part à la bataille pour la présidentielle d'octobre, soutenant Maurice Kamto puis Issa Chiroma Bakari. Interpellé à la fin du mois d'octobre, il est mort en prison. À Yaoundé, sa famille s'oppose à l'autopsie annoncée par les autorités, estimant qu'elle a été décidée de manière précipitée et sans consultation préalable. Suivant. 24 heures après le décès de l'opposant historique camerounais Anissé Ekane en détention à Yaoundé, c'est le choc, l'émoi et la consternation au siège de son parti à Douala. Ses camarades n'en reviennent toujours pas. Tristesse d'avoir perdu un camarade, un président, un compagnon de longue date, mais c'est surtout un guide dans le combat politique. Le deuxième sentiment, c'est la désolation. La désolation de voir qu'Anissé Ekane n'a pas pu arriver au terme de son combat, qui est l'avènement d'un Cameroun démocratique, d'un Cameroun où il fait bon vivre, d'un Cameroun qui garantit tous les biens à ses fils. Selon ses avocats, Anissé Ekane a passé plus de 38 jours en détention sans jugement et sans accès à des soins adéquats. La famille, quant à elle, dénonce et pointe du doigt le pouvoir comme responsable de ce malheur et est formelle. Elle ne veut ni d'une enquête gouvernementale qui n'aboutira pas. Si mon frère, la famille n'en veut pas, parce que mon frère était vivant, ils auraient dû faire des enquêtes pour l'incriminer. Il y a eu beaucoup d'enquêtes au Cameroun qui n'aboutissent pas, qui n'ont jamais eu de suite. Donc nous ne voyons pas pourquoi il veut faire les enquêtes sur le président Ekane, qui est mon frère. Ses camarades de parti et de lutte décrivent cette situation comme une destruction systématique envers l'opposition orchestrée par le pouvoir de Yaoundé. Plusieurs pays et instances internationales ont d'ores et déjà appelé à une enquête indépendante et transparente sur cette mort. Alors que l'heure est au recueillement, une seule question demeure. Anissé Ekane a-t-il été assassiné? Alors que l'émoi est encore à son comble au Cameroun suite au décès d'Anissé Ekane, l'autopsie qui devait avoir lieu ce matin à Yaoundé a été suspendue à la demande de la famille qui dit n'avoir pas été consultée. Le gouvernement, par le ministre de la Communication, a adressé une lettre de condoléances à la famille éprouvée, lettre dans laquelle le chef de l'État prescrit une enquête pour élucider les causes du décès. Rodrigue Ngassi, Yaoundé, Africa News. Au Gabon, l'ancien ministre du Tourisme est dans une situation trouble. Pascal Ogowe Sifon est l'un des 18 ministres de Brice Cloté Oligui Nguema qui ont été contraints de démissionner du gouvernement
après les élections législatives et locales d'octobre et novembre dernier. Le ministre qui espère être rappelé au gouvernement est accusé d'avoir détourné plusieurs milliards de francs CFA. Le reportage. Le ministre gabonais du Tourisme a été appréhendé et immédiatement placé en résidence surveillée. Pascal Ogowe Sifon est soupçonné d'avoir détourné plus de 10 milliards de francs CFA destinés au développement du secteur touristique. L'homme a été arrêté sur une route nationale menant hors de la capitale Libreville à bord d'un véhicule. Selon une source proche du dossier, sa tentative de fuite précipitée a été prise très au sérieux par les enquêteurs, qui justifient ainsi une mesure exceptionnelle pour un membre du gouvernement en fonction. Les investigations se poursuivent au sujet des plus de 10 milliards de francs CFA qui ont transité par le ministère du Tourisme au cours des 2 dernières années. Ces fonds proviennent de crédits publics, de dividendes d'hôtels rachetés par l'État et de divers mécanismes d'investissement, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz. Le dirigeant russe et l'émissaire américain se sont entretenus ce mardi pendant près de 5 heures sans parvenir à trouver un terrain d'entente pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces dernières semaines, Washington cherche à faire adopter un plan de paix par les deux camps, c'est après moi. Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, Washington tente de relancer le dialogue avec Moscou. Cette nuit, l'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine au Kremlin pour explorer une éventuelle voie vers la paix. La conversation a été très utile, constructive et extrêmement substantielle. Elle a duré non pas 5 minutes, mais 5 heures. Cela nous a permis d'examiner en profondeur les perspectives de nouveaux efforts conjoints visant à parvenir à un règlement pacifique et durable de la crise ukrainienne. Même si aucun compromis n'a été trouvé, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff a évoqué un premier contact encourageant. Après cet entretien, Poutine a réitéré ses critiques contre l'Europe, accusant plusieurs capitales de modifier les propositions américaines de manière qu'il qualifie d'inacceptable pour la Russie. Les gouvernements européens affirment soutenir l'Ukraine tout en exigeant que tout plan de paix prenne en compte leurs propres préoccupations de sécurité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.